Bonjour. Euh, Ma présentation aujourd'hui, elle est assise sur les résultats préliminaires de ma thèse doctorale qui porte sur les facteurs des précarités des préposés aux chambres d'hôtel et les impacts sur les normes du travail. Alors, ma présentation, elle va être en trois temps. Tout d'abord, je vais présenter un bref contexte par rapport à la situation de la sous-traitance, après les résultats, et je vais finir avec quelques constats. Alors, l'étude de l'hôtellerie, ça permet d'illustrer certaines difficultés qui étaient énoncées par la littérature par rapport à l'application de certaines normes dans les contextes de la sous-traitance. Alors que les résultats de mes études démontrent que la recherche pour la sous-traitance, c'est un modèle qui c'est vraiment très utilisé. Puis, je voulais approfondir les sujets par rapport les impacts. Alors, c'est une recherche qualitative il combine une étude juridique avec une étude empirique. Il était fait 30 entrevues semi-dirigées avec les salariés, les employeurs, les syndicats et aussi des organismes de défense des droits des salariés et des immigrants. Rapidement sur les portraits de la sous-traitance dans ces secteurs. Alors, la sous-traitance est offerte dans différents services et dans les hôtels. Et les plus importants, ça va être l'entretien ménager des chambres. Normalement, on va offrir un prix forfaitaire qui va offrir la main-d'œuvre, la formation, la gestion du personnel, le contrôle de la qualité, rémunération. On offre aussi les produits et équipements. Il se peut que les préposés, elles vont travailler dans différents hôtels, elles vont se balader un peu d'un endroit à l'autre. Et les principales caractéristiques de ces entreprises sous-traitantes, c'est très complexe d'abord de les identifier parce qu'il y a des entreprises qui vont fusionner avec d'autres. Elles vont être vendues, ils vont aussi être chapeautés par d'autres entreprises qui vont faire en sorte qu'il y a la sous-sous-traitance. Les hôtels qui vont recourir au service des sous-traitances sont des différentes caractéristiques des chaînes indépendantes. La particularité que nous avons identifiée, c'est qu'il est plus concentré ces modèles dans les grands centres urbains, puis en région du Québec, c'est plutôt rare. Ces préposés vont être la grande majorité des femmes avec une basse scolarisation, âgées entre 40 à 60 ans. Normalement, elles vont être monoparentales, principales responsables du revenu familial, notamment dans la région de Montréal et de Québec. Elles sont issues de l'immigration et dont la langue maternelle ne va être pas le français ni l'anglais. Alors, quelles sont les motivations à recourir à ces modèles de sous-traitance? Alors que pour les employeurs, le premier motif, ça va être éviter la syndicalisation. Le deuxième motif, ça va être transférer les obligations par rapport aux normes à un tiers. Et aussi la flexibilité. On cherche pouvoir aller chercher des travailleurs juste à temps lorsqu'ils ont besoin. Aussi, il y a toute la question de la facilité de la gestion du personnel et la réduction des coûts. Pour les travailleurs, c'est une porte, la sous-traitance, c'est une porte d'entrée au marché d'emploi. Maintenant, il y a une importante pénurie. C'est facile pour ces femmes de pouvoir accéder à un emploi. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup d'exigences par rapport à la qualification et par rapport aux expériences. Alors que la question qui nous sont posées, c'est de savoir pourquoi dans ces types, ces modèles tripartites, où il y a les salariés, les sous-traitants et l'hôtel, la protection des normes, qui soient en rapport aux fins d'emploi et des droits syndicaux, vont être affaiblies. Alors que nous avons identifié trois facteurs perturbateurs. Les premiers, c'est la difficulté d'identifier l'employeur. Les deuxièmes, c'est ça, et les pouvoirs du client et la fragilité du lien contractuel. Et troisièmement, c'est la inadaptation des normes juridiques.
Alors que la difficulté d'identifier l'employeur, elle existe parce qu'en effet, dans ces types de modèles, les frontières pour identifier qui a les contrôles sur ces travailleurs et sur l'emploi, elle n'est pas définie. Alors, c'est important cette identification pour pouvoir identifier à qui appartient l'obligation juridique. Il faut qu'on prenne en considération que la loi de normes de travail et les codes de travail va laisser une notion d'employeur qui est très large, puis elle n'établit pas les critères pour identifier l'employeur. Alors, ces critères vont être identifiés par les tribunaux, par la jurisprudence, où on voit toutes sortes d'approches. Tout d'abord, les véritables employeurs, où la Cour suprême va établir certains éléments de cette relation d'emploi qui doit être analysée d'une manière globale. Ici, on vise à identifier qui est l'employeur. Est-ce que c'est les sous-traitants ou c'est l'hôtel? Alors, on va analyser dans cette relation qui fait l'embauche, la formation, la discipline, la rémunération, l'intégration. Ici, dans ces premiers modèles, c'est une relation dualiste. C'est un ou l'autre. Dans une deuxième approche, on va prendre en considération la possibilité des deux entreprises qui vont agir ensemble et ils vont travailler comme si elles étaient une seule employeur. Alors que ceci, c'est possible lorsqu'il existe la osmose. Alors, l'analyse, on va regarder plutôt les liens corporatifs des entreprises. Par exemple, on va voir si ces deux entreprises-là vont avoir les mêmes actionnaires, la même administration, la direction commune, comment elles fonctionnent au quotidien. Elle va être en forme que leurs activités vont être tellement unies, tellement une dépendante de l'autre, que c'est comme si elles sont imbriquées. C'est difficile de savoir une ou l'autre. Aussi, il y a une possibilité de faire l'analyse en relation à l'intégration et les degrés de collaboration dans les cas de l'hôtel et des sous-traitants dans une activité essentielle, par exemple l'entretien des chambres d'hôtel. Alors, on va regarder, par exemple, qui dans les faits, les deux entreprises agissent comme un seul employeur. Par exemple, ça se peut que ce soit les sous-traitants qui va faire les recrutements, la formation, qui va payer, mais qui en réalité, c'est l'hôtel qui va diriger, qui va faire la discipline, qui va encadrer les aspects plus importants de cette relation, alors que les deux vont agir comme employeurs. Le deuxième élément qui est perturbateur, c'est les pouvoirs du client et la fragilité du lien contractuel. Or, on identifie qu'il y a un lien de dépendance très importante du sous-traitant vers l'hôtel et qui va faire en sorte que les sous-traitants vont accepter les exigences que l'hôtel va les faire parce que c'est très facile pour l'hôtel de résilier les contrats et aller vers un autre sous-traitant. Finalement, en relation à une adaptation de la norme juridique par rapport à la rupture du lien d'emploi, la loi va établir certains recours où l'employeur doit justifier la légalité ou la cause juste et suffisante de sa décision. Mais il y a la difficulté pour l'application de ces normes, notamment lorsqu'un hôtel refuse d'affecter une préposée ou lorsqu'il y a une rupture de contrat. Alors que lorsque ça va être le sous-traitant qui est l'employeur et que l'hôtel soit rompu le contrat puis où il ne veut pas s'être préposé dans son hôtel, il y a des effets pour s'être préposé. Tout d'abord, si c'est possible, les sous-traitants vont mettre cette préposée dans un autre hôtel. Lorsqu'il y a ce changement des lieux de travail, elle va être sujet à un changement des salaires. Parfois, il y a aussi l'augmentation de la charge de travail. Elle va perdre aussi tous les liens qu'elle avait avec l'hôtel par rapport au choix des congés, des vacances. Mais c'est plus complexe lorsque les sous-traitants, ils ne peuvent pas remplacer, ils ne peuvent pas les relocaliser, s'être préposés dans un autre hôtel. Soit parce que parfois, ça existe que les sous-traitants, il y a une seule client, alors que ça va être
impossible pour lui de les placer ou lorsqu'il n'y a pas de place. Dans cette situation, ce qui se passe, c'est que la préposée va perdre l'emploi, qui, même que cette décision, elle était en effet la décision de l'hôtel, puisque l'hôtel, il n'est pas l'employeur, il n'a pas une obligation juridique par rapport à ça. En relation aux droits syndicaux, alors que le Code du travail va assurer les droits d'association, des négociations et de la grève, il y a aussi la difficulté de l'exercice de ces droits dans ces contextes de sous-traitance. Tout d'abord, en ce qui concerne les droits d'association, les frais qui les proposés sont dans différents hôtels. La cohésion et la solidarité de ces travailleurs-là va être affectée parce qu'il n'y a pas un lien d'attachement. C'est aussi très complexe pour les syndicats aller chercher ces travailleuses, aller à rencontre parce qu'elles sont éparpillées dans différents hôtels. Aussi, il faut prendre en considération certaines pratiques de travail. Or, la surcharge de travail va faire en sorte qu'elles ne prennent pas de pause, elles ne se communiquent pas beaucoup entre elles. Il ressort aussi beaucoup de méconnaissances par rapport aux normes, méconnaissances par rapport à l'institution syndicale. Il y a aussi la peur de s'immobiliser et d'un coup l'hôtel va rompre les contrats. Par rapport aux droits des négociations, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'ingérence de l'hôtel qui va faire des exigences et qui, en effet, va avoir des répercussions sur les conditions de travail. Alors, en effet, les négociations vont être faites en deux paliers. En premier moment, ça va être les sous-traitants qui vont négocier avec l'hôtel leur contrat, mais qui indirectement va toucher les conditions, par exemple, en ce qui concerne les salaires, les heures supplémentaires, l'obligation d'être disponible, les matériels qui vont être utilisés, par exemple, les types des chariots, et qui va avoir un impact, par exemple, sur les salaires, mais aussi comme sur la santé et sécurité des travailleuses. Alors, on peut constater que lorsque les syndicats vont négocier avec les sous-traitants, les conditions, en effet, sont déjà préétablies avant avec l'hôtel. Et l'hôtel n'est pas sur la table des négociations. Finalement, dans ces circonstances, les droits de grève vont être très complexes d'exercer, puisque une fois ces préposés vont décider de faire la grève, l'hôtel, en effet, va pouvoir rompre les contrats, puisqu'il n'y a pas de travailleuses pour être à l'hôtel. Finalement, on peut constater qu'il y a un important déséquilibre des forces entre les syndicats et les sous-traitants. Leur pouvoir est beaucoup affaibli. C'est ce qui s'explique, c'est les facteurs d'ordre économique, la possibilité en effet de rompre ces contrats-là, aussi des caractéristiques des salariés et d'emploi. Nous observons aussi une importante ingérence de l'hôtel, qu'il y a des répercussions sur les conditions de travail et sur l'application de ces normes. Finalement, par rapport à l'inadéquation des normes, on observe que les normes sont d'ordre public, c'est-à-dire elles devraient atteindre à tous, mais finalement, cette protection-là, elle va être partielle. Elle est partielle parce qu'elle dépend de savoir qui est l'employeur. Et l'approche qui propose les tribunaux, en effet, va être insuffisante parce qu'il va dépendre des interprétations qui peuvent changer. Alors qu'on voit qu'il y a des lacunes dans la loi, puisque si l'hôtel n'est pas l'employeur, il peut en effet la contourner. Alors que ça devrait avoir plutôt une responsabilité solidaire qui va être un peu plus ample et qui va atteindre en effet les normes minimales et les normes par rapport aux droits syndicaux. Pour conclure, on peut voir que la précarité de ces préposés-là, en effet, elle va être renforcée pour l'ensemble des facteurs qui vont interagir et qui vont dégrader, en effet, la situation de ces travailleuses.